organisé par l'Amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest et dispensé ce soir par le professeur Denis Charbit, qui va nous parler des réactions des intellectuels catholiques face à la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, nous sommes assez nombreux. Ça traduit bien entendu tout l'intérêt du sujet que va traiter Denis. Nous sommes dispersés, Denis, dans tout l'Hexagone, avec Paris, mais nous avons aussi des amis bretons, des amis de Lille, de Grenoble, de Poitiers, de Rennes, et puis nous avons des amis connectés d'Amérique et d'Israël. Alors ce soir, je voudrais saluer particulièrement nos conférenciers qui sont très fidèles. Je pense tout d'abord au professeur Mireille Adas-Lebel. Mireille, bonsoir, et merci de m'avoir mis en relation avec Denis. Mireille Adas-Lebel est venue au mois d'octobre nous faire une conférence sur la société juive au temps de Jésus. Je voudrais également saluer Daniel Delmer, qui est professeur émérite à l'Université de Lille, qui a animé pendant longtemps l'amitié judéo-chrétienne de Lille également, et qui nous avait fait il y a 2 ans une conférence sur le sionisme au XIXe siècle. Puis je pense à Yves Chevalier, qui est également des nôtres, et qui nous a fait il y a 1 mois une conférence pour nous présenter le livre de Norman Tobias intitulé Jules Isaac, le Concile de Vatican II, la conscience juive de l'Église. Et Norman Tobias s'était inscrit d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas vu. Et puis je voudrais saluer le frère Louis-Marie Coudray, qui s'exprime d'Israël, du monastère d'Abou Gosh, où se trouve, vous le savez sans doute, le mémorial érigé en l'honneur de Monseigneur Aaron Jean-Marie Lustiger, à l'initiative du CRIF. Et je voudrais rappeler que Louis-Marie Coudray a été pendant 4 ans le directeur du service national de l'Église catholique pour les relations avec le judaïsme. Il a fait un travail absolument remarquable et il fait un travail également remarquable en Bretagne, dans une paroisse du Morbihan où il vient de temps en temps et où le souffle de Vatican II n'est pas encore tout à fait arrivé. Alors, lui succède aujourd'hui le père Christophe Le Sourd, qui devait être aussi avec nous ce soir, que nous ne connaissons pas, mais nous ferons certainement sa connaissance. Alors, venons maintenant à notre conférencier et au sujet qu'il va nous traiter ce soir. Denis Charbit est un franco-israélien. Il a gagné Israël, il a fait son alia en 1974. Il a fait des études de sciences politiques et tout naturellement, aujourd'hui, il enseigne ces sciences politiques à l'université en Israël. Ses domaines de recherche de prédilection sont d'un côté le sionisme et d'un autre côté les intellectuels français catholiques dont il va nous parler ce soir. Il s'exprime d'Israël, de Tel Aviv, je crois, de la banlieue de Tel Aviv où il réside. Alors, il a choisi de nous parler du défi qu'a représenté en 1948 pour les intellectuels catholiques la création d'Israël. Les intellectuels catholiques, c'est-à-dire ceux qui sont des historiens engagés. Il a donc éliminé des historiens comme, par exemple, Camus, qui était bien entendu de culture catholique, mais qui s'était détaché de l'Église. Alors, ne pouvant pas parler de tout le monde, il en a choisi 6. Claudel, Mauriac, Maritain, Mounier, Bernanos et Massignon. 6 intellectuels catholiques, et parmi ces 6 intellectuels, 3 sont ce que l'on peut appeler des convertis, Massignon, Maritain et Claudel. Ce sont des hommes tous nés à la fin du XIXe siècle, à peu près au moment de l'affaire Dreyfus, sauf Claudel qui est né un petit peu avant. Ça veut dire qu'ils ont connu, bien sûr, ils ont entendu parler de l'affaire Dreyfus, ils ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont fait parfois la guerre dans les tranchées, ils ont vu la montée des totalitarismes, de l'antisémitisme, la Deuxième Guerre mondiale et Vichy. Et face à ces problèmes, ils ont tous dû se prononcer et quelquefois d'ailleurs changer d'avis. Et leur pensée a incontestablement marqué
le paysage intellectuel des années 20 et 30. Ils les ont marqués par leurs écrits, à la fois littéraires ou philosophiques, et il a marqué aussi le paysage intellectuel par les fonctions qu'ils ont exercées, soit au sein de l'université française, on pense à Massignon et à Maritain, soit à l'Académie française, soit au Quai d'Orsay, on pense bien entendu à Claudel et à Massignon, soit dans la presse, et on pense à Mauriac, au Figaro et à Mounier par la revue Esprit. Alors en mai 1949, Ben-Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. Et il ne fait que donner une concrétude au plan de partage de l'ONU, par lequel l'ONU proposait la création de deux États, un État juif et un État arabe. Cet État juif, Ben-Gurion l'a accepté, cet État arabe, les pays arabes l'ont repoussé, et la situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors pourquoi cette création a-t-elle été un défi? Eh bien, je crois qu'elle a été un défi parce que, d'abord, l'Église catholique refuse de reconnaître cet État d'Israël. Refuse de reconnaître cet État d'Israël parce qu'à l'époque, ce fait politique se heurte à la théologie chrétienne du judaïsme. Et là, je parle sous le contrôle de Louis-Marie Coudray, qui nous avait fait, il y a quelques années, une conférence fort instructive intitulée L'Église catholique et le sionisme. Et il nous avait très bien fait comprendre que tant que l'Église restait prisonnière de la théologie de la substitution élaborée par les pères de l'Église, qui assignait dans l'économie du salut au peuple juif le rôle de peuple errant, sanction du crime de déicide, eh bien à ce moment-là, ils ne pouvaient pas comprendre la création de l'État d'Israël dans la mesure où en 1948, le peuple juif cesse d'être un peuple errant. Alors les intellectuels qui ont été favorables à l'État d'Israël, comment se sont-ils situés vis-à-vis du magistère? Et ils sont tous morts d'ailleurs, sans voir la reconnaissance de l'État d'Israël par l'Église en 1993. Alors Denis, ces intellectuels, quelles ont été leur attitude? Quels sont ceux qui ont été éminemment favorables à la création d'Israël? Quels sont ceux qui ont eu une attitude ambiguë? Quels sont ceux qui ont été franchement hostiles? Ou plus exactement celui qui a été hostile, on pense bien entendu à Massignon, celui qu'on a appelé le catholique musulman, le grand islamologue, qui a eu une grosse influence sur les catholiques français, et peut-être d'ailleurs a-t-il encore aujourd'hui une influence. Et tous ces intellectuels se sont-ils connus entre eux? Ont-ils parlé? Ont-ils échangé des correspondances? Denis, je vous cède la parole et je voudrais vous remercier encore chaleureusement d'avoir bien voulu accepter l'invitation de l'Amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. Denis, à vous. Il faudrait ouvrir votre micro. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Maude, pour cette invitation renouvelée. Alors, pas Paris, rue Jouffroy, vous en souvenez sans doute, en face du dernier domicile où j'ai habité lorsque j'étais à Paris avec mes parents jusqu'en 1974, vous l'avez rappelé. Merci donc d'avoir renouvelé cette invitation. Les circonstances font que ce n'est pas à Paris, mais en Zoom, ce qui nous permet, ça fait partie du bon usage du Zoom, d'élargir et d'avoir des personnes qui auraient pu ne pas pouvoir se déplacer. Et donc, je suis ravi d'avoir répondu à ce défi et d'avoir maintenu cette intervention puisque nous l'avions prévue à cette date-là. Alors, je voudrais, il y a beaucoup de visages qui me sont familiers, qui me sont connus, frère Louis-Marie Coudray, Monique Sander. Je voudrais les remercier tout spécialement parce que vous les avez cités et qu'ils ont un lien entre eux. C'est effectivement Yves Chevalier, Mireille Adas-Lebel et Daniel Delmer. Et je voudrais le dire ici, par gratitude, Yves Chevalier, parce que ma première publication en France était une recension un peu polémique d'un livre qui était paru à l'époque. Et donc, ma première publication en France, c'était dans la revue Sens. Donc, vous voyez, ça revient, on monte à longtemps. Mireille, parce qu'elle a publié mon premier livre, Qu'est-ce que le sionisme,
dans la collection qu'elle animait, qu'elle anime toujours, Présence du judaïsme. Et puis Daniel, parce que mon dernier article vient de paraître dans le dernier numéro de la revue Tzafon, la revue d'études juives du Nord. Et c'est ce qui initialement était censé être un hommage à Zeev Sternel, s'est transformé en une tentative de résumer son œuvre et de la situer par rapport à ses combats politiques en Israël. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui, dans le passé récent ou moins récent et dans le présent, m'accueillent dans leurs revues ou dans leurs collections. Et je vais donc parler ce soir de 6 intellectuels. Alors, je suis beaucoup interrogé, ma voix. Alors, donc, je m'interrogeais sur la question, est-ce que je traite les 6 ou j'en traite un ou deux? Finalement, je vais essayer de traiter les 6 en étant finalement assez bref, parce que ça fait environ 7-8 minutes pour chacun d'entre eux, mais au moins ça posera le cadre. Alors, je voudrais commencer par dire une chose générale. Travaillant sur ce sujet-là, donc les attitudes des intellectuels français en général, pas seulement les attitudes des intellectuels catholiques, pour dire que, d'une certaine manière, contrairement à ce que l'on croit, ce sont eux qui se sont prononcés assez tôt et assez vite sur cette question, même s'il faut bien tenir compte du fait que entre l'épuration consécutive à la libération, toute la question de la guerre froide et des rapports avec l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre, toute la question de la décolonisation, et notamment qui s'oppose en France tout de suite après la Seconde Guerre mondiale avec la question de l'Indochine, il faut bien tenir compte du fait que, contrairement à aujourd'hui, ou à ce qui se passe depuis, on va dire, près d'un demi-siècle au moins, la question d'Israël n'est pas centrale. Il n'y a pas de livre, voilà, je donnerai que cette référence-là. Aucun des intellectuels français, des plus connus au moins connus, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, aucun d'eux ne prend la peine d'écrire un livre sur cette question-là. Mais en revanche, en dépit du fait qu'il n'y a pas de livre proprement dit, il y a des prises de position, il y a des attitudes. Alors c'est vrai, Mounier a une revue, Mauriac a son bloc-notes, il n'appelle pas encore bloc-notes, mais il écrit effectivement, il a des chroniques régulières au Figaro à cette époque-là. Claudel voilà, chacun va y aller, si j'ose dire, de son commentaire. Ça ne prend pas énormément de place, c'est pas, je dirais, au point que, et ça me paraît important de le dire, au point que, mis à part Massignon, mais Massignon va prendre effectivement une attitude, on va dire, assez hostile à Israël, mis à part Massignon d'un côté et Jacques Maritain de l'autre, mais pas forcément pour cette période-là de 1947-1949, on peut écrire, et on a écrit des biographies d'Emmanuel Mounier sans parler de sa position sur Israël. On a écrit des biographies de Bernanos. Alors bien sûr qu'il y aura un chapitre sur l'antisémitisme, mais pas forcément sur la question de la Palestine, comme on le dit à l'époque. Même pour Mauriac, ça ne fait pas dans toutes les biographies, celle de la Couture, Jean-Luc Barré et d'autres. Voilà, ce n'est pas un point essentiel sur lequel les biographes s'attachent. Et même pour Claudel, voilà, ce sera un peu comme dans le cas de Bernanos, on parlera de son antisémitisme ou de son philosémitisme, de son évolution en tout cas, et de la manière dont il a parlé des Juifs dans la trilogie, le pain dur, le père Lumier, l'otage. Mais la question d'Israël, voilà, on peut écrire une biographie de Claudel et des autres sans forcément s'intéresser sur ce qu'ils ont pu dire parce qu'ils n'ont pas dit énormément de choses. Mais dans la mesure où, moi, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement leur position sur le problème tel qu'il se pose à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ben oui, il y a des choses malgré tout à dire, et même si c'est quelques lignes ou quelques paragraphes, 2 chroniques ici, 3 articles là, voilà, il n'empêche que voilà, ils se sont prononcés, même si ça n'a pas été massif. Alors, concernant la périodisation,
je commence en 1945 et en gros jusqu'en 1950. Parce que parfois, voilà, on publie un peu plus tard, etc. Je pense à Claudel notamment, qui publie un livre en 1950 dans lequel il va parler effectivement d'Israël. Et je vais y revenir tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est autour de 5 années avec, on va dire, 2 ou 3 moments forts, ou même, je dirais même 2 moments forts. C'est bien entendu l'Exodus. Là, on est en 1947, l'été 1947. Et comme une partie de l'affaire se déroule en France, notamment par le départ de Port-de-Bouc et puis le retour, encore une fois, à Port-de-Bouc, l'intervention de Blum, du ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est une affaire, et puis en plus qu'il y a un retentissement international, mais le fait qu'elle a une dimension française fait que la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux vont se prononcer là-dessus. Et puis, bien entendu, alors curieusement d'ailleurs, pas tellement le plan de partage. Autour du plan de partage, il n'y a pas véritablement de prise de position nécessaire de chacun d'entre eux. Mais en revanche, la guerre d'indépendance qui va suivre, hein, vous l'avez bien dit Maud, hein, c'est le lendemain du refus par le monde arabe du plan de partage que commence la première étape de la guerre d'indépendance, et elle va se prolonger jusqu'à la fin de l'année 48, début de l'année 1949. Là, on commence à signer les cessez-le-feu. Et donc, voilà, entre ces 2 pôles essentiels, Exodus d'un côté et les étapes différentes, les avatars de la guerre d'indépendance, eh bien, voilà, les uns et les autres vont se prononcer. Voilà un premier point par lequel je voulais commencer. Le deuxième concerne le fait que, il faut bien comprendre, ce sont quand même, pour la plupart d'entre eux, leurs dernières années. C'est-à-dire, ils n'ont pas nécessairement, à l'exception peut-être d'ailleurs de Mauriac, ils n'ont plus la même aura ou le même, mais il garde quand même un grand prestige. Je rappellerai, Bernanos meurt en 1948, donc voilà, il ne va pas pouvoir, voilà, il lui reste plus beaucoup de temps pour se prononcer sur la question. Claudel, 1951. Alors certes, Mounier en 1950 disparaît. Donc vous voyez, dans cette période-là, il faut bien comprendre que beaucoup vont disparaître. Et certes, il reste encore Mauriac, hein, qui mourra en 1970, Maritain un peu plus tard également, Massignon en 62 si je ne m'abuse. Mais c'est pour dire que ils ont encore avec eux cette aura qu'ils se sont constitués dans les années 30, hein, même parfois un peu plus tôt avec Claudel. Mais ce qui est intéressant en tout cas, et ce que j'ai pu noter, c'est que là où on a une préface d'Albert Camus, quelques notes dans les réflexions sur la question juive qui datent de 45-46, enfin écrit en 45, publié en 46 chez Sartre, là nous avons clairement chez ces intellectuels catholiques des prises de position qui seront, il faut le dire aussi, reprises d'une manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus élargie. Je pense notamment à quelqu'un qui a été d'ailleurs de l'Amitié Juive-Chrétienne de France, qui s'appelle Jacques Madol, et qui va écrire sur Israël dans ces années-là, hein, et qui va prendre en quelque sorte le relais, si je puis dire, de toutes ces voix diverses. Alors donc, commençons par le commencement, et je vous l'ai dit en gros, parler de chacun d'eux quelques minutes seulement. Et je me suis posé la question de l'ordre. Voilà, par qui je commence, par qui je termine. Voilà, j'ai fait un choix un peu arbitraire, il n'y a pas un critère très précis. Mais je commencerai néanmoins par Mounier. Pourquoi? Parce que il est le premier. Alors, peut-être une précision auparavant. Bien entendu que quand il parle d'Israël et quand il parle du sionisme, ce n'est pas seulement d'Israël et du sionisme qu'il parle. Il parle bien sûr, effectivement, de ce qu'on appelle encore l'Holocauste et qu'on n'appelle pas encore la Shoah. Et donc, les deux sont souvent mêlés. Et si je commence par Emmanuel Mounier, c'est parce qu'il est le premier, en septembre 1945. Donc, vous voyez, c'est vraiment relativement tôt. Il est le premier à consacrer un numéro spécial
de la revue Esprit, c'est 8 mois après la libération du camp d'Auschwitz. C'est 4 mois seulement après la capitulation allemande. Et puis, j'ajouterai également, c'est le 10e numéro seulement de la revue depuis sa refondation en décembre 1944. Donc, de ce point de vue-là, Mounier a une sensibilité ici qui est très, qu'on ne peut pas lui retirer. Le titre du numéro spécial, lui aussi, en plus, il a une résonance biblique et il me paraît très éloquent. Les Juifs parlent aux nations. Les Juifs parlent aux nations. Alors, bien sûr, les Juifs qui parlent aux nations et qui sont évoqués dans le titre, ce n'est pas que les Juifs de Palestine. Ce sont les Juifs de France. Et le sommaire porte essentiellement sur les Juifs de France. Mais je dirais que ce qui me paraît intéressant, ne serait-ce que dans ce titre-là, c'est le fait que Mounier rompt délibérément avec la tradition républicaine restaurée depuis juin 44, août 44, en ce sens qu'il ne dit pas les Israélites et il ne dit pas les Français juifs. Il ne prend pas de précautions et il n'a pas peur, et ça me semble assez original et courageux, il n'a pas peur de reprendre la notion de juif qui, de 40 à 44, sous Vichy, était pris uniquement dans un sens péjoratif, et donc il le désigne par le nom même qu'il a désigné pendant 4 ans à l'exclusion sous sa liquidation. Et il offre même la dignité d'une majuscule. Alors, ce qui est intéressant, et encore une fois, j'ai dit que je parlerai assez rapidement de chacun d'entre eux, c'est qu'il faut savoir qu'en 1933, la question juive préoccupe Mounier, et déjà en mai 1933, donc là aussi, c'est le 8e numéro de la revue Esprit, et c'est 3 mois après l'accession d'Hitler au pouvoir, donc vraiment on sent que Mounier est très sensible à l'événement. Il fait un numéro sur la question juive, mais là il faut bien dire que sur le sionisme, il est extrêmement sévère. Et je vous cite, je vais faire quand même pas mal de citations, il dit « Le sionisme est une position que nous ne pouvons accepter. Il dit « La Palestine est un pays arabe. » Et enfin, il ajoute « Le sionisme constitue une évasion et une trahison de la dure mission d'Israël. » Donc, vous voyez, les positions là sont sans ambiguïté. Et cependant, il est vrai qu'en 1945, eh bien, il va prendre une autre attitude. Il va prendre une autre attitude et ça sera confirmé en 1947 dans le numéro qui va parler, où il va parler du plan de partage. Il invite l'abbé Glasberg à s'exprimer dans les colonnes d'esprit, donc c'est vous dire le chemin qu'il a fait. Et je dirais que ce qui me paraît le plus intéressant et d'une certaine manière le plus prémonitoire. Et je vous l'ai dit, ce numéro, il y a un article de Rabbi, Vladimir Rabinovitch, qui ne signe pas encore Rabbi, où là, oui, il y a une adhésion sioniste totale, mais c'est Rabbi qui parle, ce n'est pas Emmanuel Mounier. Bien sûr, Mounier l'accueille, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Mounier dit en son nom propre. Et il a une citation qui ne pourra pas ne pas impressionner vous tous, mais je dirais, la communauté juive de France en 1945, mais même jusqu'à aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit, et je cite. Les forces montantes du sionisme. Voilà. Vous voyez, c'est un seul mot, c'est une seule expression, c'est pas plus. Les forces montantes du sionisme produiront, je cite, une sorte singulière d'appartenance nationale, il parle des Juifs de France, fortement attachés à la patrie territoriale, fortement liés en même temps, c'est presque du Macron avant l'heure, à un foyer d'attraction spirituelle et humain qui en excède les frontières.
C'est-à-dire que, vous voyez, il ne se prononce pas tellement sur Israël, est-ce que c'est bien ou mal, etc. Il dit une chose, la création d'Israël, les forces montantes du sionisme, on est en 1945, hein, Israël n'existe pas encore, mais il pressent que l'impact du sionisme, ce sera de susciter parmi les juifs de la diaspora, et n'oubliez pas une chose, à l'époque, il n'y a que 600 000 juifs en Palestine. On n'est pas encore dans cette situation. Il ne faut pas faire d'anachronisme. On n'est pas encore dans une situation comme aujourd'hui où près de 45% des juifs sont en Israël et la diaspora est encore majoritaire et encore pour 1 ou 2 décennies et puis ça va se renverser. Là, on est encore, il y a un noyau de juifs en Israël et personne n'envisage qu'il va rassembler énormément de juifs. Mais ce que voit Mounier, c'est la force d'attraction de ce sionisme-là et de ce futur État juif sur les juifs de France et les juifs de la diaspora qui resteront attachés à leur patrie territoriale, mais, je reprends, fortement liés en même temps à un foyer d'attraction spirituel et humain. Et il ajoute que dans ce paradoxe, il y voit, je cite, le modèle du monde neuf où, délivrées des inquiétudes et des paroxysmes de la puberté, les nations ne craindront plus de nouer entre elles des liens un peu complexes. Et il ajoute qu'à cette conception-là, où des juifs resteront attachés à leur patrie, mais auront un attachement avec cette patrie qui se constitue en Israël, il dit, ça va susciter l'hostilité de 2 forces, les Jacobins, qui ne supportent pas de médiation entre le citoyen et la nation et l'État, et les maurassistes, qui vont bien entendu tirer parti de ce lien-là particulier perçoit, qu'entrevoit Mounier, qui, eux, y verront bien entendu la démonstration de ce qu'ils ont toujours pensé, c'est-à-dire la fameuse double allégeance. Donc, il voit loin, il voit juste, il interprète, il surinterprète à ce moment-là de l'histoire. La communauté juive de France n'est pas du tout dans cette situation-là que décrit, mais il voit ce qui se dessinera beaucoup plus tard, dans les années 70, 80 et au-delà. Voilà pour Emmanuel Mounier. J'ajouterai une dernière citation. Bien sûr qu'on retrouve, et ça c'est très important de le comprendre, Maud, tu l'as dit très justement, on est avant Vatican II. On est avant Vatican II, on est avant le Nostra Aetate, avant la déclaration pontificale. Et donc on trouve encore, parfois chez les uns et chez les autres, pas que chez Mounier, des phrases qu'on n'aurait plus aujourd'hui. Par exemple, il parle des fautes, des tares et des défauts des Juifs. Des fautes, des tares et des défauts des Juifs, c'est après 1945. Mais, et c'est là ce qu'on appelait le serment d'Auschwitz, c'est-à-dire la transformation ou le bouleversement qu'introduit la création de l'État d'Israël en Palestine. Il dit bien sûr que ces fautes, ces tares, elles peuvent être dépassées, surmontées. Donc il se place dans l'héritage des Lumières et la perfectibilité de la condition humaine. On peut se débarrasser, il n'y a rien d'essentiel, d'essentialisé dans ce qu'il dit, mais il ajoute cette phrase-là. Quelle autorité reste-t-il aux nations? Dites-moi, quelle autorité aux persécuteurs et à leurs complices, actifs ou passifs, pour juger les persécutés? C'est-à-dire que là, on est pleinement dans le serment d'Auschwitz, c'est-à-dire que le mal qui a été fait aux Juifs devrait interdire de porter un jugement péjoratif, quel qu'il soit, sur les persécutés. Il ne dit pas sur Israël. De toute façon, on est en 1945, donc ça n'existe pas encore. Il dit sur les persécutés. Je passe à Bernanos. Alors, Bernanos, comment dirais-je, lui aussi, il n'y a pas grand-chose sur le sionisme. Hein. Il y a 5 lignes. Mais, je dirais, des
des phrases qui l'accablent. Alors, on connaît tous ce mot célèbre, l'antisémitisme. Ce mot me fait de plus en plus horreur. Hitler l'a déshonoré à jamais. Alors, bon, c'est de plus en plus d'horreur. Ce n'est pas définitivement horrible. Et c'est d'un côté à jamais. Donc, il ne dit pas provisoirement déshonoré. Mais en même temps, voilà, on a tous déjà, je ne suis pas le premier à le faire, à dire qu'en disant déshonoré à jamais, il laisse entendre que jusqu'à Hitler, l'antisémitisme était une conviction honorable. Bien sûr. Néanmoins, sur la question d'Israël, il a deux phrases, des phrases qui sont, encore une fois, je le dis, accablantes. Et on est en avril 1944. Donc, vous voyez, c'est même un peu plus tôt encore. Et en avril 1944, il dit, c'est dans le chemin de la Croix des âmes pour ceux qui veulent la référence, il dit « Le génie juif est un génie de contradiction. Bon. S'il n'en était pas ainsi, voilà qu'on ne parlerait plus de race juive et il ne serait pas plus question de restituer la Palestine aux Israélites que la Toscane aux Étrusques. » Et donc, c'est quoi le génie de la contradiction? Si j'interprète cette phrase-là, c'est celui de l'obstination juive à survivre coûte que coûte et quoi qu'il en coûte. Il dit d'une certaine manière entre les lignes que le sort des Étrusques aurait dû être celui des Juifs. Et voilà, les premiers ont disparu, pas les seconds. Les premiers se sont fondus, pas les seconds. Et je dirais que dans cette phrase-là, en tout cas, on n'entend aucune admiration dans cette persistance à durer. Et ce génie de la contradiction, qu'on peut interpréter d'une manière plus laudative, si ce n'est qu'une phrase ou deux phrases après, il l'oppose au génie français qui est celui de la réconciliation. Donc si le génie français c'est celui de la réconciliation et que le génie juif c'est celui de la contradiction, ma foi, ce n'est pas très... cela prouve bien qu'il n'y a rien là de favorable. Un mois plus tard, donc toujours en 1944, il ajoute cette phrase-là, une autre. Il revient sur la question juive, retour sur la question juive, et il dit ceci: il y a une question juive, ce n'est pas moi qui le dis, les faits le prouvent. Et écoutez, le propos là, il est terrible, qu'après 2 millénaires, le sentiment raciste et nationaliste juif soit si évident pour tout le monde que personne n'ait trouvé extraordinaire qu'en 1918, les Alliés victorieux aient songé à leur restituer une patrie. Cela ne démontre-t-il pas assez que la prise de Jérusalem par Titus et la dispersion des vaincus n'a pas résolu le problème? Voilà, le problème juif n'est plus la dispersion des Juifs et leur insertion malvenue dans la société occidentale, mais la persistance d'un sentiment raciste et nationaliste juif. Voilà, je crois que tout est dit par cette phrase-là. Et puis enfin, dernier propos que je soulignerai sur le sionisme. Il ne voit pas dans le sionisme quelque chose qui serait une normalisation et une aspiration à intégrer la famille des nations. C'est encore et toujours l'élection juive qui est la source de ce compagnonnage difficile entre Israël et le monde. Et je cite, « Car une race supérieure, une race élue a nécessairement le sentiment de sa solitude parmi les nations, elle se croit haïe et enviée par tous. » Alors, à ce texte-là, nous avons en compensation une préface qu'il donne à un recueil de textes sur le ghetto de Varsovie. On peut s'interroger d'ailleurs sur le fait qu'il
l'ait écrit et qu'on se soit adressé à lui pour l'écrire. Et la revue Évidence, qui était une revue intellectuelle juive qui paraissait à cette époque, publie ce texte-là, tout en mettant comment dirais-je, un prière d'insérer très éloquent pour dire que il le publie parce qu'il semble se démarquer un petit peu de ses positions antérieures, même s'ils le font avec énormément de prudence. Et là, effectivement, pour le coup, il parle exceptionnellement, ce sera sa seule phrase favorable au sionisme et à ce qui n'est pas encore Israël, sur les courageux paysans, les braves soldats, etc. Voilà. Il y a une sorte, un début, tout début de modification de sa pensée, encore une fois, pas très élaborée ni d'un côté ni de l'autre, mais qui ne s'accompagne absolument pas d'une révision de ses positions antérieures. Voilà. Et ça, je dirais que c'est toujours un petit peu ce qui est problématique, c'est qu'il change d'avis, tant mieux, surtout si ça va dans ce sens-là, qu'il ne prenne pas la peine de reconnaître qu'il a changé d'avis. Et de ce point de vue-là, Bernanos, lui qui s'est illustré dans le combat sur la guerre d'Espagne, contre Munich, contre Pétain, là, il ne fait pas amende honorable. En tout cas, il n'accompagne pas ce changement de position par une explication en disant, voilà, je me suis trompé et je change d'avis. Alors, après Bernanos, je vais passer à Mauriac. Mauriac qui, comme il le dit d'ailleurs lui-même, il reste de la vieille phalange dont les rangs s'éclaircissent. Il est en quelque sorte le seul intellectuel catholique celui qui intervient le plus. Rappelez-vous, dans les débats sur l'épuration, il a cette chronique qu'il tient dans le Figaro et qui a été d'ailleurs publiée par la suite, qui a été recueillie par la suite dans un recueil qui s'appelle La paix des cimes par Jean Touzeau, et qui nous permet de nous rendre compte qu'il a, sur cette question-là, écrit 2 chroniques qui me paraissent, c'est pour ça que je situe au milieu, parce qu'elles me paraissent bien définir la position, au-delà des intellectuels catholiques, mais des catholiques en général, je dirais un soutien retenu ou un soutien mitigé. Mais qui a, si je puis dire, le mérite d'être justifié par le moment où il l'écrit. Et en effet, il va écrire ces deux chroniques. La première au printemps 48. Et là, alors, n'oublions jamais, il est d'abord catholique et c'est d'abord, bien entendu, au sort de Jérusalem, au sort de la vieille ville, au sort des institutions de l'Église qui s'y trouvent, mais il approuve, il accueille et il est résolument, dans ce combat qui a lieu à ce moment-là, résolument du côté d'Israël, puisqu'il va d'ailleurs, à ce moment-là en tout cas, estimer que, puisque la Grande-Bretagne démissionne, elle qui représentait la chrétienté, eh bien, il estime préférable que le contrôle des lieux saints soit confié aux Juifs, qui sont, je cite, les frères du Seigneur. Donc, alors, bien entendu que, et encore une fois, je le redirai presque à chaque fois, on est encore avant le Vatican II, on est encore dans une perspective d'évangélisation, et donc, il dit que il espère que le destin juif pourrait bien conduire les Juifs à prendre conscience de leur proximité avec le destin du Christ. Et là, il y a incontestablement en décalage avec la démarche de l'amitié judéo-chrétienne de France qui déjà s'est exprimée avec les points de Sélisberg et avec les premières rencontres, et qui consiste, c'est important de le dire dans ce cadre-là aujourd'hui, qui consiste pour les chrétiens à cesser de réclamer des Juifs de se reconnaître dans le Christ. Mais
il n'empêche qu'il soutient la quête du sionisme dans la mesure où elle cherche à rompre cette fatalité d'un destin propre au premier au calvaire. Donc il défend ici Israël, mais 6 mois plus tard, voilà qu'il va publier une nouvelle chronique et elle va pour le coup prendre des distances avec le même Israël. Alors pourquoi? Pourquoi ce retournement? Ben parce que les choses ont changé. Le médiateur de l'ONU a été assassiné par un commando du groupe Stern qui ruine les espoirs d'un compromis. Israël est décrété vainqueur, même s'il ne l'est pas encore tout à fait, mais c'est clair qu'à ce moment-là, il ne fait plus l'ombre d'un doute que l'État d'Israël survivra à cette guerre, qu'il en sortira le vainqueur. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, un évêque de Galilée, bien connu, à l'époque en tout cas, Monseigneur Hakim, va alerter François Mauriac, va alerter l'écrivain, notamment sur la question des réfugiés, en disant, depuis janvier 1948, des centaines de milliers de chrétiens et de musulmans sont partis, et du coup, Mauriac change sa position. Il va réclamer, mais là il va suivre la position du Vatican, que Jérusalem ne soit pas confiée aux Juifs comme il en avait émis l'espoir au printemps, mais placée sous contrôle international. Donc là, il se range derrière le plan de partage et derrière l'encyclique de Pie XII, où il se réfère au conflit. Et puis, là aussi, point intéressant, pour justifier son nouveau point de vue, il met en cause, et ça apparaît souvent d'ailleurs chez beaucoup d'intellectuels catholiques, le caractère laïque, sinon athée, de la société israélienne. Il prend 2 exemples. Alors, la prétendue absence, je dis prétendue parce que c'est, comme on dit aujourd'hui, un fake news, la prétendue absence de synagogue à Tel Aviv. Voilà, il dit, voilà, il n'y a pas de synagogue à Tel Aviv, regardez ce que c'est, on se trompe, et ajoute-t-il, regardez le petit détail, hein, la présence sur le lac de Tibériade d'un lieu d'agrément pour baigneurs appelé Lido, un peu comme le Lido à Paris, hein, et qui lui semble sacrilège à la dimension spirituelle qu'aurait dû présenter cet État juif et cet État d'Israël. Et là, je vais vous surprendre ou pas, on va trouver pour la première fois, chez Mauriac, mais ça ne va pas s'arrêter là, on va trouver cette chose-là qu'on va entendre tellement depuis, et Mauriac est le premier à le dire. Je le cite, c'est une loi de ce temps qu'un groupe humain persécuté, à peine est-il délivré de ses oppresseurs, opprime à son tour. L'esprit totalitaire enfante les mêmes monstres chez les victimes d'hier que chez leurs bourreaux. Alors, la phrase est accablante pour Israël, hein, c'est en gros la victime qui se transforme en bourreau, mais, et j'insiste là-dessus, parce que je ne voudrais pas déformer le propos de François Mauriac, Mauriac est sincère et sévère, mais il est sincèrement ébranlé. Il le formule non comme une perversion propre aux Juifs de tout temps, mais comme un des effets de la guerre qui touche tous les persécutés lorsqu'ils deviennent vainqueurs. C'est en fait la même chose, si j'ose dire, qu'il reproche à la France républicaine lorsqu'elle condamne les collaborateurs d'une manière qu'il juge à cette époque de manière trop sévère. Et il n'est pas impossible que son refus de la torture durant la guerre d'Algérie se soit appuyé sur cette même crainte. Hein, il l'a dit d'ailleurs dans les années 50, les résistants, ceux qui avaient hérité de l'esprit de la résistance, eh bien, se retournent contre les Algériens en reprenant les mêmes travers. Alors attention, et ça c'est très important, et ça je plaide pour la nuance dans l'analyse que je fais du propos de Mauriac. Lorsque Mauriac affirme
que le groupe persécuté opprime à son tour. Il ne dit nullement que l'oppression qu'il exerce est identique à celle qu'il a subie. Autrement dit, il ne dit pas que les réfugiés palestiniens se confondent avec les victimes d'Auschwitz ou que sionisme et nazisme se ressemblent. Il fait un constat amer, navrant, qui le désespère, mais encore une fois, il accable d'ailleurs la direction palestinienne d'avoir provoqué la guerre, il incrimine le mufti de Jérusalem, mais un réfugié est un réfugié et les erreurs et les fautes de son leadership, le leadership arabe-palestinien, ne peuvent servir d'excuse ou de prétexte. Ce qui est très intéressant pour conclure sur Mauriac, c'est que cette chronique-là, vous voyez, déjà à l'époque, ne croyez pas que vous êtes les premiers à protester chaque fois qu'un propos trop dur contre Israël apparaît. Une avalanche de réactions juives lui parviennent. Edmond Flegg, Maurice Fischer, Albert Stara, qui est un militant juif qui milite pour la Grosse-Terre et qui organise le mouvement pour la Palestine libre. Voyez bien que déjà à l'époque, on réagit avec une très grande sensibilité à ce qui apparaît à tort ou à raison comme une... voilà, c'est l'accusation classique, le persécuté s'est transformé en bourreau. Et Mauriac se fend d'une troisième chronique pour rectifier le tir. Et regardez ce qu'il dit, et je le cite, « Il va sans dire, à propos de Shoah et Nakba, hein, on ne dit pas ni Shoah ni Nakba à l'époque, c'est pour actualiser le propos, il va sans dire qu'entre ces deux ordres de fait, il n'existe pas de commune mesure. Entendez bien, il n'existe pas de commune mesure. Et que le peuple juif occupe dans l'histoire de la férocité humaine une place suréminente de victime qu'aucun autre n'a le droit de lui disputer. Voilà, là-dessus, il est d'une clarté, il a compris à quel point son propos a pu être interprété comme une équivalence, et il dit que non. Il revient sur les fausses informations qu'on lui avait données sur Tel Aviv où il n'y avait pas de synagogue, etc. Et il appelle à une convergence entre judaïsme et christianisme sur des questions spirituelles. Et donc, d'une certaine manière, je dirais qu'il termine cette chronique-là, cette mise au point, ce qui m'apparaît, moi, comme une déviation. C'est-à-dire qu'on revient au judaïsme non plus comme fait national, mais comme fait spirituel, et son appel à ce que ces deux grandes religions apportent un message d'humanité, de convergence, etc. Mais du coup, il esquive la question politique et il n'y reviendra plus. Et effectivement, il n'y reviendra plus par la suite, et c'est en 67 qu'il y revient, mais ça sort de notre propos. Dans un premier temps, pour être sensible à l'idée qu'Israël puisse être détruite si la guerre éclate, et puis une sorte de défense de Gaulle autour de la fameuse phrase « le peuple sûr de lui-même », etc., en disant que dans ça, il est à l'origine de ceux qui disent que de Gaulle, en disant ce qu'il a dit, en ayant ce propos-là, souhaitait, comment dirais-je, faire l'éloge des Juifs et non pas et que dans sa bouche être d'élite et d'être sûr de lui-même n'était pas un blâme, mais au contraire un compliment. Voilà donc pour Mauriac. J'essaye de voir si je suis dans les temps, pas tout à fait. On va alors donc plus vite. Alors on va aller plus vite pour Maritain et peut-être à juste titre. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais Maritain à cette époque-là, eh bien, il a été nommé ni plus ni moins qu'ambassadeur de France au Vatican. Et donc, d'une certaine manière, quand on est ambassadeur, il a accepté, il a quitté les États-Unis, où il s'était réfugié avec son épouse Raïssa Maritain.
Il avait pris la défense des Juifs déjà avant-guerre. Il y a une fameuse conférence au Théâtre des Ambassadeurs où il prend position pour le sionisme également. Mais à cette époque-là, qui est donc, cette période 1945-1949, eh ben, il est ambassadeur et donc, du coup, son action n'est pas publique, même si sa mission commence, je crois, en mai 1945 et elle se termine à l'été 1948. Donc, dans toute cette période, plan de partage, début de la guerre, eh bien, il est finalement absent. Alors, je dirais, encore une fois, pour faire vite, parce qu'on n'a pas trop le temps, que d'une certaine manière, Maritain, qui est favorable au sionisme là-dessus, il n'y a pas aucune ambiguïté possible, favorable à la création de l'État d'Israël, mais je dirais qu'il n'a peut-être pas été à la hauteur de l'éloquence qu'on aurait pu attendre de lui, mais il faut bien comprendre que il est déjà en quelque sorte dépassé et que d'une certaine manière, les combats qu'il a menés dans les années 30 autour de la guerre d'Espagne, autour de la résistance en exil, son prestige aux États-Unis fait qu'il va revenir aux États-Unis. Et donc, Maritain n'a plus l'autorité qu'il avait dans les années 30 lorsqu'il avait quitté l'Action française en 26 avec éclat, avec son humanisme intégral des années 30. Il a une énorme influence en Amérique latine. Voilà, je dirais que d'une certaine manière, ces combats ne le mettent plus là. Et j'ajouterais surtout qu'en revanche, dans cette même période-là, 45-48, il va être très actif sur l'amitié judéo-chrétienne, pas que de France, l'amitié judéo-chrétienne en général, sur Sélisberg. Et il faudra attendre 1968 et je dirais déjà le Vatican II pour le voir se réintéresser à la question d'Israël. Il va d'ailleurs regrouper ses essais dans un livre qui s'appelait Le mystère d'Israël, et dans lequel il va prendre parti pour Israël. Même chose dans Le Buveur de Garonne, son livre qui avait fait beaucoup de scandales en 66. Là aussi, il va prendre position. Même les résultats de la guerre de 6 jours, il va les approuver. Mais en tout cas, dans cette période-là, à la fois parce qu'il a un devoir de réserve en tant qu'ambassadeur, mais on voit bien que la cause qu'il anime, c'est la cause du dialogue judéo-chrétien et moins la question du sionisme et de la Palestine, auquel il reste malgré tout à fait fidèle. Et je dirais pour terminer, sur lui, je l'ai un peu bref sur lui, je le reconnais, il reste toujours, et ça je dirais que c'est peut-être le point commun à beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont favorables au sionisme à Israël, c'est qu'ils craignent que le sionisme, dont ils voient bien qu'il est une cause temporelle, eh bien, pour reprendre la fameuse distinction de Peggy, ne conduise à une dégradation de la mystique juive en politique. Voilà. Et ça, Maritain l'exprime aussi, cette réserve, cette réticence sur l'éventualité que le judaïsme soit phagocyté par le fait politique et national et qu'il absorbe en quelque sorte et donc le sionisme le touche que s'il conduit à une réévaluation spirituelle, mais il redoute qu'Israël n'en vienne à trahir par la force des choses cette mission et cette vocation-là. Certes, il approuve le sionisme, mais il n'est pas certain que cette vocation-là puisse mieux se réaliser dans le rassemblement d'Israël plutôt que dans la dispersion. Il y a cette réserve-là, mais attention, cette réserve-là ne met absolument pas en cause son soutien et au sionisme comme refuge. C'est-à-dire, c'est moins la question du renouveau spirituel sur lequel il est un peu réticent, mais plus sur Israël, pays refuge et devant lequel les portes et auquel ces portes doivent être ouvertes
pour permettre d'accueillir les Juifs. Il pense bien sûr surtout aux rescapés de la Shoah, aux pays de l'Est, etc. Alors Claudel est sans aucun doute le plus original. Alors, à la fois parce que Claudel a la position, comment dirais-je, la plus mobile. Hein. On peut trouver, enfin, quand on fait un chapitre sur Claudel, hein, je pense notamment à Jacques Petit qui avait beaucoup parlé. Alors voilà, c'est en même temps le mystère d'Israël, mais en même temps, ça peut être des propos très durs sur les Juifs. Quand on étudie la trilogie, l'otage, le pain dur, le père humilié, il y a un peu de tout. Et cependant, voilà que Claudel est capital dans notre étude. Et je vais prendre encore 5 ou 10 minutes. Là, j'ai encore Massignon, mais Massignon, la position est moins surprenante parce que vous la connaissez. Je ne ferai que répéter des choses qui ont déjà été dites. Eh bien, il va être, et ça c'est très important de le dire ici, parce qu'au-delà de la question du sionisme et d'Israël, ce qui manque le plus, finalement, c'est une prise en compte de la Shoah et de la signification qu'elle présente. Et là, je dirais qu'il sera incontestablement celui qui a dit... Alors, ce n'est pas un livre, ce n'est pas 20 pages, mais c'est une phrase. Et parfois, une phrase suffit, je dirais. Et je le cite. À propos de la Shoah. Tout d'abord, il est le premier, et ça c'est un mérite qu'il faut lui reconnaître, il est le premier à récuser le mot d'Holocauste. Il l'utilise, il l'explique, uniquement dans son sens strictement biblique, pour mieux en rejeter l'analogie faite avec l'extermination des Juifs. On est encore à la période Daniel Robs, hein, où on même justifie... Voilà, je cite, les 22 000 bœufs et les 120 000 moutons dont parle la Bible sont un mesquin holocauste qui n'aurait suffi que peu de jours à la voracité d'Auschwitz. Mais je continue, et là, procédant par paliers successifs, procédant par gradation, il est le premier, il est presque le seul à saisir l'ampleur de la catastrophe. Et je cite ces 2 lignes, mais qui disent tout, en parlant de l'Holocauste. Il ne s'agit pas d'un fait divers. Il s'agit d'un de ces moments explicites qui jalonnent le cours de l'humanité, d'un acte solennel qui mérite vraiment le nom d'autodafé, d'un événement à la fois culminant et inauguratif. Personne d'autre ne le dit avec cette clarté, dans cette brièveté, c'est vrai, mais avec cette force-là. C'est là où on va mettre en gros 30 ans à prendre conscience de ce qu'a été la Shoah, de la césure qu'elle introduit dans la conscience occidentale. Il le dit, lui, en 1950, le premier. J'ajoute également, et pour vous, c'est ô combien capital, je cite, la responsabilité de l'univers chrétien, je cite, dans ce bûcher administratif alimenté de chair vivante par les contributions de toute la chrétienté. Bûcher de chair vivante alimenté par les contributions de toute la chrétienté. Je cite une autre phrase. Je songe à ces... Là, c'est le poète qui parle. Écoutez l'image très forte. Je songe à ces flocons de suie humaine répartis par les 4 vents à tous les peuples d'Europe.
il ne disculpe pas, il n'exonère ni la responsabilité de la chrétienté, ni la responsabilité de tous les peuples d'Europe. Et il ajoute, et là, c'est là, maintenant je passe au sionisme pour quelques minutes encore, et il dit, il comprend que les morts d'Auschwitz vont laisser des traces durables dans la conscience européenne et dans la conscience chrétienne, mais également parmi les Juifs, et je cite, qui vont faire vie de tous ces morts qui l'obligent à s'avancer du côté de la vie. C'est-à-dire là, il saisit l'ADN juif, si je puis dire, qui va, comme le dit cette expression qu'on emploie beaucoup en hébreu, de la catastrophe au relèvement, Mishoah letkuma, ce que va appeler bien des années après la résilience, qui consiste à transformer, à faire vie de tous ces morts qui l'obligent, au pluriel, ces morts qui obligent Israël à s'avancer du côté de la vie. Et là, il fait un pas de plus puisqu'il va faire ce que jusque-là, vous avez remarqué, aucun intellectuel catholique n'a osé faire, ni Mauriac, ni Maritain, en dépit de leur sympathie pour Israël et le sionisme. Pour lui, la création de l'État d'Israël n'est pas l'effet d'une seule détermination humaine. Je cite, « Il y a eu volonté délibérée de la Providence employant les moyens appropriés. » Eh bien, dit Claudel, ajoute Claudel, je me demande si Dieu n'a pas été prendre Israël par la main pour le ramener dans sa patrie, s'il n'a pas été le chercher tout exprès pour le planter devant cette ruine irréparable et pour lui dire « Regarde ma maison en ruine ». C'est-à-dire qu'il est le premier, non seulement à soutenir, non seulement à reconnaître l'impact de l'Holocauste et le sens de l'Holocauste, mais à dire « Dieu est pour quelque chose dans cette renaissance ». C'est le seul à avoir fait ce pas-là. Par rapport à ce que tu disais, Maud, dans ton introduction, sur la théologie de la substitution, empêche de considérer que Dieu pourrait être à l'origine de cela. J'ajouterai également sur la question des réfugiés palestiniens. Il assume que ça s'est fait au prix du refoulement des occupants. Et il ajoute, il n'y avait pas d'alternative. Donc, il assume. Mais ce que je trouve de courageux, c'est qu'il ne l'élude pas. Il aurait pu ne pas en tenir compte. Il l'assume, il dit, il n'y avait pas d'alternative. Donc, il ne dit pas, les réfugiés doivent revenir, etc. Il l'assume, mais au moins, il a le courage de ne pas l'éluder, là où dans la réponse de Mauriac à ce que je vous avais dit tout à l'heure, il ne reparle plus de cette question-là. Il en a fait état, il ne revient plus là-dessus. Et donc, Claudel, de ce point de vue-là, incontestablement, inaugure quelque chose. Alors, on va retrouver chez lui aussi des choses ambiguës. Tout n'est pas de cette eau-là. Et je pense notamment à la polémique qui va s'ouvrir avec Emmanuel Lévinas. Pourquoi? Parce qu'il exprime encore le souhait que ce retour d'Israël dans la patrie du Christ, eh bien, pourrait rénover ou renouveler et hâter la parousie, c'est-à-dire que la conversion. Alors, il ne va pas jusque-là, il dit je ne demande pas à Israël de se convertir hic et nunc, comme il serait cependant naturel que moi, catholique, je le désirasse. Avec l'imparfait subjonctif, c'est magnifique. Mais, alors,
Donc il dit bien, je ne demande pas la conversion comme je l'aurais demandé auparavant, mais il n'y a plus pour toi moyen d'être ailleurs qu'avec ton fils. Ah, je ne te demande rien de soudain. Laisse la divine rosée peu à peu pénétrer les fibres desséchées de ton vieux cœur. Donc voilà, il ne peut pas renoncer à avoir une phrase de cet ordre-là, mais elle reste, je dirais, compatible avec, je dirais, la rupture qu'il fait en prenant compte de ce que la Shoah introduit, quelque chose de neuf, et encore une fois, le retour d'Israël comme étant quelque chose qui aurait une impulsion divine à son origine. Est-ce que je parle de Massignon, Maud, ou est-ce que je prends encore 5 minutes pour en parler? Oui. Tu parles de Massignon, bien entendu. C'est un cas important. Il a eu beaucoup d'influence sur le monde catholique. C'est pas du tout pour sous-estimer, c'est parce que je vois l'heure tourner, je pensais finir vers 22h40. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, tu prends ton temps. D'accord. Alors, Massignon, comment dirais-je? Tout d'abord, il faut savoir, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent si vous êtes penchés sur son cas, Massignon est le seul intellectuel catholique dans les années 20 à soutenir le sionisme. Il va prononcer une conférence, c'est pas au Collège de France, enfin, je crois que c'est l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, enfin, j'ai plus ça en tête, on pourrait le retrouver. Et donc, initialement, il est tout à fait favorable au sionisme. Voilà, j'ai retrouvé, c'est la Société de sociologie de Paris. C'est pas l'école pratique, pardon. Il fait une communication qui s'appelle le sionisme et l'islam, et dans laquelle il montre une très grande sympathie pour le sionisme, mais c'est le sionisme spirituel d'un Ahad Ha'am ou d'un Martin Buber, avec lequel d'ailleurs il va entretenir une correspondance irrégulière, comme toujours dans ces cas-là, mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire, c'est la réunion de tous les fils d'Abraham, et il y est tout à fait favorable, à condition que cette vocation spirituelle soit bien l'essentiel. Et déjà en 1920, donc tout en admettant et en soutenant, il est le seul à le faire. Personne n'a fait de conférence sur le sionisme, ni Claudel, ni Maritain, ni tous les autres que j'ai cités. Mais il met en garde, déjà. Il dit attention, c'est une terre arabe, il y a des musulmans, et il faut il faut que ce soit un projet qui aille dans ce sens-là. Car sinon, et il y a des mises en garde très intéressantes, bienveillantes, mais des mises en garde, sinon, ça risque de tourner mal. Mais il est très sensible à l'idée du retour des Juifs. Il dit, voilà, je cite, de 1920, celui qu'on appelait le Juif errant, celui qui a colporté partout la négation des patries, se meurt de ne pas être à Jérusalem. Donc il entend cette sensibilité juive-là. Il dit, voilà, ce peuple juif qui a cru, voilà, il se meurt de ne pas être à Jérusalem. Et il ajoute, ce qui prouve que le sionisme n'est pas une affaire commerciale quelconque, comme le croient beaucoup de gens, hélas, en France, tant dans les milieux israélites français que dans les milieux non israéliens. Si le sionisme n'a pas marché ni pour l'Ouganda, ni pour l'Argentine, ni pour la Cyrénaïque, c'est bien qu'ils ont un lien avec cette terre. Donc, il approuve en 1900. Mais, au fur et à mesure, il va se lier dans les années 20 et les années 30 avec le recteur Magnès de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui milite pour un État binational. Et Massignon va embrasser cette cause-là en disant, voilà, et là ça s'inscrit dans un cadre plus général, il est contre ce qu'il appelle la westphalisation du monde, c'est-à-dire chaque pays avec sa population, les siens, ses coreligionnaires, à l'exclusion de tout. Et donc il voit dans cet État binational
le potentiel de quelque chose qui serait Jérusalem à côté de Moscou ou de New York ou de Paris. Voilà, c'est-à-dire un nouveau modèle de politique fondé sur la fraternité des peuples et des religions. Et quand, et là où il va, alors il est déjà beaucoup plus critique, incontestablement, au fur et à mesure. J'ajouterais également par rapport à ce qu'on disait de Claudel, la Shoah, Massignon passe totalement à côté. Il n'a pas un mot, pas une phrase. On voit bien que sa sensibilité au dialogue islamo-chrétien l'emporte au point de ne rien dire sur la Shoah. Et quand, à partir de 1947, c'est le partage de la Palestine en deux États, eh bien là, il va en quelque sorte achever sa distance vis-à-vis du sionisme qui était de plus en plus significative et prendre un ton beaucoup plus virulent, violent, au point qu'on pourrait dire Louis Massignon est le premier intellectuel antisioniste de France. Je cite, voilà, tout essai de... Alors, condamnation d'abord du partage. Je cite, tout essai de partage de la Terre Sainte entre rivaux et même tout essai d'abandon de ce symbole unique de la future union humaine à Israël seul, en excluant la chrétienté ou l'islam, est irréalisable. Donc, vous voyez, dans un premier temps, on dit non, c'est pas possible que ça se réalise. Mais ça va se réaliser. Et là, il va effectivement commencer à avoir pour, comment dirais-je, pour Israël des accents extrêmement durs. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il éludait la Shoah, il n'en parle pas. Et quand pour la première fois il en parle, et là, vous allez dire, oula, ça vous rappelle beaucoup de choses récentes, eh bien, c'est pour en tirer des analogies et décrire le malheur palestinien avec les mots du malheur juif. La substitution, comme on disait tout à l'heure, je cite, les lieux où sont regroupés les 710 000 réfugiés palestiniens sont, je cite, ces camps classiques de concentration que nous connaissons trop. Alors, il n'aura pas eu un mot sur les camps de concentration, dont l'extermination, plus que concentration. J'ajoute un peu plus tard, à propos des Juifs du Yémen et d'Irak, il est très au courant de la situation, il suit l'actualité au Moyen-Orient. Les Juifs du Yémen et d'Irak, arrivés à la hâte en Israël, sont, je cite, incarcérés dans des camps de concentration pires que ceux des Arabes par l'État d'Israël. Oui, c'est vrai qu'ils ont vécu dans des conditions très difficiles. En faire un camp de concentration m'apparaît totalement... On voit bien qu'il est un pionnier du dialogue islamo-chrétien et qu'il est un abonné absent au dialogue judéo-chrétien. Et là, il va commencer à, et c'est là où alors la question antisionisme, antisémitisme peut se poser à son égard, puisqu'il va, au nom de la condamnation du capitalisme et de l'impérialisme, ce qu'on a le droit de faire, mélanger les problèmes et faire une confusion, elle aussi n'a pas disparu. Je lis, il attribue la création d'Israël sans y apporter la moindre preuve. Je cite, au consortium anglo-saxon du pétrole qui s'est constitué, distribuant des deux côtés des royalties et introduisant devant l'ONU ce machiavélique projet de partage qui a pour but de consolider le vassalage économique du Proche-Orient. Quel rapport la question du pétrole avec la question de la Palestine? Il n'y a pas de pétrole en plus en Palestine. En plus que c'est d'autant plus absurde que les Britanniques, qu'il maudit avec ce capitalisme, pétrole, consortium, etc., sont les seuls à s'être abstenus lors du vote du plan de partage. Et il va... alors, bien sûr qu'il y a une cohérence
dans ses positions. Il va être opposé également au partage de l'Inde entre l'Inde et le Pakistan. Oui, si ce n'est que quel est du côté, quel fut à l'époque le Gandhi palestinien disposé à accueillir les Juifs et les Arabes dans un seul État. C'est certainement pas le Muti de Jérusalem à cette époque-là. Alors, si vous voulez, il va prendre, et je terminerai là-dessus, il ne va pas tarir d'éloges sur la spiritualité juive pour mieux accabler la réalité israélienne. Voilà. Et ça, je dirais que c'est un exercice assez classique qu'on va retrouver souvent chez les antisionistes d'inspiration chrétienne, c'est-à-dire en rajouter sur le message biblique, le message du peuple d'Israël, etc., pour mieux accabler Israël et pour mieux dire qu'Israël est le contraire et la profanation, le sacrilège de ce message spirituel dont les Juifs étaient les détenteurs. En même temps, je terminerai peut-être là-dessus sur une note un peu plus... ce qui anime Massignon, c'est incontestablement la sensibilité qu'il a envers les réfugiés palestiniens. Et il dit notamment... et regardez comme c'est balancé, pour le coup, hein, on trouve de tout chez Massignon. L'État d'Israël s'est créé le premier au monde en revendiquant les droits des personnes déplacées à une patrie. Et il est vrai qu'Israël a souffert comme personne déplacée pendant 2000 ans. Il avait même priorité. Vous voyez, là-dessus, il reste encore fidèle à son engagement sioniste initial. Il avait même priorité pour retrouver une patrie. Israël veut revenir au pays et dès 1918, j'ai soutenu cette aspiration. Mais ce n'est pas pour y faire d'autres personnes déplacées. Parce qu'enfin, on ne peut tout de même pas dire que ces 700 000 Arabes ne sont pas des Palestiniens et qu'ils n'ont pas dû quitter leur patrie. Qu'ils aient eu affreusement tort de supposer qu'on jetterait les Juifs à la mer au début, qu'après ils aient eu tort, comme les Français de l'Exode, de se sauver. Vous voyez, il dit que les Palestiniens se sont sauvés, il ne dit pas qu'on les a expulsés. Il y a tout de même ce fait qui exprime tout. Encore une fois, ce sont des personnes déplacées, maintenues exilées pour caser d'autres personnes déplacées. Et il finit, est-ce que la véritable amitié ne consiste pas à dire à son ami qu'il fait des choses qui ne sont pas permises? Israël vaut mieux que cela. Seulement voilà, et je terminerai là-dessus, autant il est capable, dans certains cas, d'avoir un discours beaucoup plus audible, beaucoup plus compréhensible et justifié, ou justifiable, autant cette longue citation que j'ai faite est une exception dans un flot de condamnation d'Israël et qui va s'aggraver, je dirais, dans les années 50 jusqu'à sa disparition, parce qu'il voit que, voilà, à ce moment-là, la cause de la Palestine est totalement absente. Et en ce sens, Massignon, qu'on peut facilement accabler, mais c'est une époque où personne ne l'entend. Il rompt avec Claudel autour de cette question-là. Mais il est vrai qu'ensuite, je dirais que c'est plutôt la tendance Massignon qui va l'emporter, mais ça nous amènerait dans une autre histoire. Et entre-temps, je vais m'arrêter, parce qu'il est déjà 22 heures pour vous, 23 heures pour moi, et pour vous remercier de m'avoir écouté aussi longtemps et de répondre à des questions s'il y en a éventuellement. Merci Maud, et désolé d'avoir peut-être été un peu plus long que prévu. Non, non, tu n'as pas été long du tout. C'est nous qui te remercions de cette conférence tout en nuances où tu nous as expliqué le cheminement de ces six intellectuels, leurs évolutions, leurs crispations. J'ai quelques questions avant de donner la parole à la salle. Tu as souvent parlé du plan de partage. Bon, nous avons beaucoup d'amis juifs qui sont au courant, mais nous avons aussi de non-juifs. Est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement qu'Israël est bien le fruit d'une décision du droit international de l'ONU, d'un plan de partage qui a été accepté côté juif et qui a été refusé côté palestinien? C'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que tu pourrais
nous rappeler rapidement quelle a été l'influence de l'idéologie de Maurras sur beaucoup de ces intellectuels, y compris sur Maritain, et combien ils ont eu du mal, effectivement, à se sortir de cette idéologie maurassienne. Et enfin, j'aimerais que tu nous dises aussi un mot sur Claudel visionnaire par rapport au silence de Pie XII, car il a été, si mes souvenirs sont exacts, le premier en 1945, j'ai encore le texte sous les yeux, à parler à propos de Pie XII des faibles et des vagues gémissements, et il dit l'affreux silence du Vatican qui étouffe tous les chrétiens. Voilà, ce sera mes deux questions et ensuite la salle. Alors, très rapidement, le plan de partage. Pour dire ça très vite, hein, sur un pied, comme nous disons en hébreu, al-regel achat. En 1945, après le 8 mai 1945, il va se poser un problème. À la différence des Juifs de France, d'Italie ou de Belgique et de Hollande qui reviennent chez eux, Juifs de rescapés d'Allemagne et également de Pologne, de Hongrie, etc., ne veulent pas ou ne peuvent pas revenir chez eux. Les soviétiques d'ailleurs en laissent en partir beaucoup, et donc se pose un problème humanitaire. Que faire de ces personnes déplacées, hein, le displaced person, c'est comme ça qu'on les appelle, la nomenclature euphémitique propre aux bureaucraties les appelle des personnes déplacées. Ce sont donc des Juifs qui ne reviennent pas comme les Juifs de France chez eux parce qu'un état de droit a été, ou en Italie parce qu'un état de droit a été reconstitué, et qui réclament d'aller en Palestine. Pourquoi? Parce que très souvent ils ont des frères, des oncles, des cousins, que quand il s'agit de la Pologne, 90% de la communauté juive a été décimée, qui ne peuvent même pas revenir en Pologne, que d'ailleurs les soviétiques sont bien contents de les laisser partir de Pologne parce que les Polonais préfèrent que ce soit un État qui soit débarrassé de ses juifs. Voilà. Et les Américains vont faire pression sur les Britanniques pour qu'au moins 100 000 juifs déplacés puissent aller en Palestine. Les Britanniques s'y opposent, hein, l'affaire de l'Exodus, les dispositions hostiles au rapatriement en Palestine de Juifs restent fermes, au point qu'après l'affaire de l'Exodus, et un peu avant déjà d'ailleurs, les Britanniques, à un moment, devant la pression américaine, devant la pression soviétique également, remettent à l'ONU le mandat britannique en disant, voilà, il faut décider, nous, on ne peut plus décider, toutes les tentatives de négociation échouent, les Arabes, toutes les propositions qu'il y avait de créer quelque chose, soit les Juifs la refusent, soit les Arabes, plus souvent les Arabes la refusent, et l'ONU s'en charge. Et c'est très important, même si je prends encore une minute pour le dire, parce que, en fait, d'une certaine manière, on n'en parle pas assez, mais c'est le secrétaire général des Nations Unies, qui s'appelle Trivingli, qui va prendre une décision. Il va dire, bon, d'abord, on va mettre sur pied une commission. Comment on va décider de ce qu'il faut faire? On va mettre sur pied une commission, et la grande décision qu'il prend, ne le souligne pas assez, c'est qu'il va demander à ce que cette commission ne soit pas composée des Soviétiques et des Américains, mais au contraire des pays plutôt étrangers à la cause. Voilà. L'Australie, le Pérou, la Yougoslavie, voilà, pas les pays qui sont le fer de lance, etc. Ça, c'est la première décision qu'il prend. Et cette commission va étudier les deux solutions possibles, soit un État binational, soit deux États. Et puis, il prend une deuxième décision qui, elle, est capitale. Parce que toutes les propositions qui avaient été entre 45, il y a plein de propositions, il ne faut pas croire qu'il ne s'est rien passé de 45 à 47. Mais toutes les propositions antérieures butaient sur quoi? Elles butaient sur le fait que les Britanniques tenaient à ce que, quel que soit le plan proposé, il ait l'assentiment des Juifs et des Arabes. Et ça ne marchait pas. Et Trivingli, lorsqu'il met en place cette commission, en fait, il ferme la porte à la négociation. Il ne dit pas, il ne donne ni aux Juifs ni aux Arabes, donc les acteurs concernés, il ne donne pas un droit de veto sur la solution qui va émerger. En gros, il dit, cette commission, elle va décider, elle fait un rapport,
Et il va y avoir une majorité des membres de cette commission qui va dire que la solution la plus souhaitable entre l'État binational et le plan de partage en 2 États, c'est un plan de partage en 2 États. C'est vrai, c'est un petit pays, c'est dommage de le diviser, mais ça fonctionnera mieux que si on les met tous les deux dans le même État. Trivingli, bien sûr, dit maintenant c'est à l'Assemblée générale de voter, mais vous voyez bien qu'en disant c'est à l'Assemblée générale de voter, il ne donne ni aux Juifs, ni aux sionistes, comme on dit, ni aux Palestiniens, la possibilité de dire moi je refuse. Donc, si on avait voté un seul État, les Juifs n'auraient pas la possibilité de refuser. Seulement, voilà, la majorité va se déclarer pour 2 États. Les Juifs vont accepter, les Arabes vont le refuser, mais le plan n'est pas mis en cause à cause du refus des Arabes. Seulement, la réponse arabe va être celle de la guerre, et elle va aboutir donc à cette guerre d'indépendance à l'issue de laquelle Israël va sortir victorieuse et confirmer son indépendance, là où effectivement l'État arabe de la Palestine ne voit pas le jour, parce qu'il est morcelé entre Gaza d'un côté et la Cisjordanie de l'autre, que la Jordanie met jette son dévolu sur la Cisjordanie et que l'Égypte jette son dévolu sur la bande de Gaza. Et donc, du coup, il n'y a pas d'État arabe de Palestine, même croupion, qui est créé à ce moment-là. Donc, voilà ce que c'est que le plan de partage. Donc, c'est une décision diplomatique qui change la donne. Écoutez, ce n'est pas difficile. C'est comme si aujourd'hui, l'ONU ou n'importe quel disait voilà le plan et qu'importe si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, je l'impose. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Alors, on ne l'a pas imposé au point qu'on n'a pas pu empêcher la guerre. C'est pour ça que les Britanniques sont partis. Mais finalement, voilà, le plan est voté et maintenant, voilà, que les armes parlent, en quelque sorte, puisque c'est ça qui s'est passé. Alors, Maurras, oui, bien sûr, Maud, il a une importance énorme sur le monde catholique, même si ce n'est pas tout le monde catholique, mais une grande partie, effectivement, on était catholique et on lisait l'Action française. C'est plus le cas en 1945. En 1945, d'abord, il est arrêté. Il a soutenu Vichy, même s'il n'a pas été collaborationniste, mais il a soutenu Vichy, la fameuse vengeance de Dreyfus, hein, pour lui. Il n'a plus d'influence intellectuelle en 1945-1948, mais je suis bien d'accord avec ce que tu laissais entendre dans ta question, c'est que des préjugés restent encore très largement. Je veux dire, il y a un très gros travail à faire, et ce sera le travail de Sélisberg, l'amitié judéo-chrétienne de France et du reste de l'Europe. Néanmoins, je dirais que l'Église catholique, qui sort à la fois très affectée de la guerre, à ceci près que là où vous aviez dans l'entre-deux-guerres quelques intellectuels catholiques comme Sangnier, par exemple, vous aviez Maritain qui va rompre avec l'Action française en 1926, mais qui sont relativement isolés. En 1940-1944, ce divorce-là existe entre ceux qui se complaisent avec le régime de la Révolution nationale et ceux qui prennent leur distance. Et le résultat, c'est que témoignages chrétiens, etc. Et le résultat, c'est que globalement, c'est quand même cette ligne-là de ceux qui se sont émus. Et Claudel est peut-être la meilleure expression de ça. Claudel a des propos très durs sur les Juifs. Dans l'échange de Claudel, la pièce qui se passe en Amérique, sur les Juifs et l'argent et le commerce, bon, voilà, tous les poncifs qui passent. Il écrit une ode à Pétain en 1940, notre Claudel. En 1944, il écrit une ode à De Gaulle. Et je dirais que alors, il n'y aura pas d'épuration de l'Église catholique, mais globalement, on écarte tous ceux qui avaient fait le mauvais choix. Et voilà, c'est tout un travail, je dirais, intellectuel, de refonte intellectuelle qui s'opère. Et c'est vrai que ça va prendre du temps, se débarrasser de ces appels à la conversion, de la mission d'Israël qui est de s'ouvrir. Massignon, lui, dit, voilà, il faut que vous reconnaissiez votre mère, la Sainte Vierge. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc, à cet égard, je dirais que
Maurras en 1945, c'est déjà c'est un baroud d'honneur, quoi. C'est plus et ses héritiers, les Bardèche, etc. Voilà, me semble-t-il. En fait. Mais le négationnisme, c'est un avatar en fait du maurassisme. C'est vrai. Oui. C'est vrai qu'on a Et déjà. on est le premier pays dès 1948 avec Bardèche. Exactement, tout à fait. Mensonge d'Ulysse, etc. Racinier, c'est vrai que c'est la reconversion, effectivement. Bah, en gros, c'est le, comment dirais-je, là où il y avait un certain sionisme d'extrême droite, c'est-à-dire génial le sionisme, ils vont nous débarrasser des juifs. C'est là où je dirais que cet antisionisme de droite ne tient pas longtemps la route parce que du coup, la création de l'État d'Israël, bah, il le réinterprète comme bah, voilà, le foyer d'où va partir la domination du monde par les Juifs. Donc, c'est pas formidable. Il y aurait pu avoir cette tendance-là. Elle a existé d'ailleurs. On la trouve ça et là. Même Drummond dit, même Céline, ça et là. Mais ça ne fait pas le poids par rapport à un antisémitisme qui consiste à voir d'abord les Juifs comme un élément malfaisant. Et donc, du coup, Israël, c'est pas bah, qu'ils aillent là-bas, qu'ils restent là-bas loin de nous et on va se purifier de leur présence. Donc, chapeau Israël, vous faites notre boulot sans qu'on vous le reproche. Ce qui va l'emporter, c'est, voilà, Israël devient le foyer d'où la domination juive va partir. Voilà. Sur Claudel visionnaire, oui, c'est vrai. Effectivement, je n'ai pas parlé de sa position par rapport au silence du pape, mais c'est vrai que à bien des égards, c'est lui qui opère la révolution, je crois l'avoir montré aujourd'hui, la plus spectaculaire. Ouais. Alors, c'est vrai que ce qui est toujours un petit peu décevant, c'est qu'à aucun moment, voilà, la rupture vaut lieu d'explication. Le changement vaut explication. Voilà, il ne s'accompagne jamais d'une remise en cause, mea culpa, je me suis trompé, etc. En même temps, voilà, regardez, hein, et Claudel et Mauriac, devant la polémique qu'on soulève contre eux, reculent très vite. Ils n'insistent pas. Voilà, ils ne disent pas non, Mauriac recule. Même Claudel, sur la question de la conversion, dit non, je ne demande pas la conversion, je demande simplement que vous fassiez un peu plus de place, que vous fassiez un peu plus de place à Jésus. Voilà, faites-en ce qu'il mériterait, qu'il occupe la place qu'il mérite. Après tout, finalement, si le Christ s'est adressé finalement il a évangélisé les païens, mais sa vocation initiale, c'était d'être le Christ pour les Juifs. Alors, voilà, ça, il n'y renonce pas complètement, mais sans plus demander la conversion. Donc, voilà, il faut un amende honorable, et ça, je trouve, dans une période qui est quand même préconciliaire, très courageux, et ce qui montre d'ailleurs de ce point de vue-là l'importance des intellectuels catholiques, en ce sens qu'ils sont des fils de l'Église, des frères de l'Église, mais n'hésitent pas parfois à prendre position, de se mettre à distance, de ne pas être ils se disent au service de l'Église, ils croient servir l'Église, mais en prenant une position qui peut être critique par rapport à voilà, des comportements ou des attitudes ou des opinions qu'ils estiment dépassées. En ce sens, ils jouent pleinement leur rôle d'intellectuel. Et ce que j'appelle ici un intellectuel, je n'ai pas donné de définition, mais c'est quelqu'un non seulement qui est capable de désigner de l'adversaire et de le critiquer, mais je dirais de penser contre son camp. Voilà. Et ça, Bernanos l'a très bien fait au moment de la guerre d'Espagne, et Claudel le fait ici aussi sur cette question d'Israël et de la Shoah, et de Python. Alors je vois ici une remarque d'Anne-Marie qui nous dit quelque chose dont on ne parle pas assez. Ce sont en quelque sorte les prémices profondes du sionisme générées par les agressions répétées dans toute l'Europe de l'Est, qu'ont subi à la fin du XIXe siècle tant des pogroms. Cette idée du sionisme initiée par les amants de Sion qui ont réalisé leur premier alia dès 1980. Oui, effectivement, rapidement nous dire que à partir de quand les Juifs ont-ils gagné la Palestine? Bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, tout à fait. Non, bien évidemment. Et là,
Jean-Marie Delmer, dont je suis heureux d'évoquer la figure, qui a beaucoup travaillé sur les amants de Sion, sur toute cette période à Aronson, c'est ce etc. que j'allais dire. J'étais en train d'écrire un chat et oui. si on en a parlé, Jean-Marie Delmer. Ben, tu vois, j'ai deviné ta pensée. Merci. Jean-Marie était le mari de Daniel Delmer, de mémoire bénie, oui. Et qui effectivement a beaucoup travaillé sur la première alia. Et bien entendu, c'est vrai que... alors, là, je vous renvoie au livre, là, puisque j'ai parlé de Daniel, je parlerai également de Mireille, ce livre « Qu'est-ce que le sionisme ?» dans lequel je relate différentes conceptions du sionisme, la première étant effectivement, comment dirais-je, ce sionisme de l'urgence, c'est-à-dire... oui, c'est les persécutions, c'est le sentiment, l'appréhension, ça c'est très fort chez Herzl, hein, l'appréhension que la démocratie, l'extension du suffrage universel, qui est une conquête indéniable, mais pourrait servir la victoire de la démagogie antisémite s'il venait à être un candidat et par cette démagogie antisémite à se hisser au pouvoir. Lui, il le dit à propos de l'élection, alors ce n'était pas une fonction nationale, mais municipale, premières élections municipales à Vienne, ok, libéralisme de l'Empire austro-hongrois, ok, ça reste toujours un empire, mais au moins à Vienne, il va pouvoir y avoir un maire, et le premier qui l'emporte, c'est un maire antisémite, Karl Lueger, d'un parti social chrétien, et au point d'ailleurs que François Joseph va arrêter les élections, il va dire non, non, alors si c'est comme ça ne va pas. Et ça, Herzl en prend conscience, c'est-à-dire que voilà, l'antisémitisme traditionnel autocrate des Russes continue avec les pogroms, mais même dans les pays gagnés par l'émancipation, qui accueillent les Juifs, qui intègrent les Juifs, eh bien, des forces contraires peuvent émergent et pourraient bien prendre le pouvoir. Et donc, cela conduit effectivement beaucoup de Juifs à revenir. Ajouter également l'influence du nationalisme, c'est-à-dire qu'en gros, puisque tous les petits peuples se constituent en nation, bah, les Juifs, le sionisme n'est ni plus ni moins que, comment dirais-je, l'adaptation aux Juifs du nationalisme, au sens de avoir un État, un peuple, etc. Et donc, de ce point de vue-là, le sionisme s'inscrit dans le sillage de tous les nationalismes, tchèques, hongrois, roumains, algériens, sénégalais, camerounais, etc. Les Juifs, c'est le sionisme n'est rien de plus que l'adaptation aux Juifs de cette même idée que vraisemblablement l'État-nation protège. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le sionisme, c'est moins, comme on le dit souvent, un mouvement de libération nationale qu'un mouvement de protection des Juifs. Voilà. L'émancipation est censée protéger les Juifs, elle ne les a pas protégés. La révolution socialiste communiste est censée protéger les Juifs, résoudre la question juive, elle ne les a pas protégés. Le sionisme est cette troisième option qui vient dire pour protéger les Juifs, il faut se regrouper dans un État. Voilà. Et donc cette dimension-là de sionisme comme réaction, comme réponse à la persécution, elle est tout à fait légitime. C'est important de le dire, et tu as raison, Maude, ou la dame qui a posé la question, parce que en général, et même en Israël, c'est une cause qu'on n'aime pas trop évoquer. Parce que c'est laisser entendre que s'il y avait pas l'antisémitisme, ben, il n'y aurait peut-être pas eu de sionisme. Pour ma part, je pense que, alors on ne fait pas de si, on ne fait pas de supposition, ce n'est pas notre rôle, mais on ne peut pas nier l'importance de l'antisémitisme. Et en gros, d'ailleurs, ce n'est pas difficile. Qui est venu en Israël? Ce n'est pas les Juifs d'Amérique, de Grande-Bretagne et de France. Ce sont les Juifs d'Irak, du Yémen, de Pologne. Voilà. Il se trouve qu'en 1945, la majorité écrasante des Juifs se trouve encore dans des pays qui ne sont pas des États démocratiques. Alors, c'est vrai que dire le sionisme, c'est parce qu'on a persécuté les Juifs, oui, c'est vrai. Mais attention, le choix d'Israël, le choix de la Palestine, là, il ne tient pas à l'antisémitisme, il tient à la tradition juive. C'est-à-dire, si déjà il faut se regrouper pour faire un État,
On ne va pas le faire en Ouganda, on ne va pas le faire en Cyrénaïque, comme je citais tout à l'heure, on va le faire sur un fait qui, en plus, parce que ça aussi c'est important, au moment où le sionisme apparaît, fin des années 80, etc., première moitié du XXe siècle, eh bien, il se trouve par miracle que le sort politique de la Palestine n'est pas encore fixé. Pensez bien que si en Palestine il y avait un État arabe déjà construit, déjà constitué, etc., ben, le sionisme aurait été une chimère et il n'aurait pas fonctionné. Donc, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle en histoire la contingence. Il faut des contingences. Il faut qu'il y ait des pogroms de Russie en 1980 qui ferment la route à toute perspective d'émancipation. Jusqu'en 1980, les Juifs russes n'attendent qu'une chose, l'émancipation comme elle l'a eu en France, en Allemagne, en Roumanie, etc. Elle dit maintenant c'est notre tour. Et là-bas, il y avait 70% des peuples juifs. 75% des peuples juifs étaient en Russie-Pologne, dans la zone de résidence. Et voilà que c'est des pogroms et des mesures antisémites. Ajouter à cela la formule de l'État-nation qui est saine dans le monde, et donc les Juifs disent bah, pourquoi pas nous. Et je pense que c'est. Puis, effectivement, le fait qu'à ce moment-là, la Palestine, eh ben, elle est disponible. Alors, je le dis toujours, je crois que d'ailleurs je le dis dans le livre, on est venu assez tôt, je parle des Juifs, hein, assez tôt pour qu'on puisse mettre notre pied, moi j'appelle ça mettre le pied dans la porte. Fin de la Première Guerre mondiale, il n'y a plus d'Empire ottoman, hop, la déclaration de Balfour, c'est le pied dans la porte, on s'immisce. Mais on n'est pas, mais on est venu trop tard, si je puis dire, le sionisme est apparu trop tard, c'est-à-dire au moment où les nationalismes émergent, et bien entendu dans le monde arabe aussi émerge le nationalisme. Et ça va avoir comme effet, effectivement, le clash entre ces deux mouvements nationaux qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore trouvé les moyens de s'entendre. Voilà. Denis, il y a une question de Sylvaine Leblond qui revient un peu sur un point historique. Elle dit, au moment du partage en 1948 de la Palestine et du refus des États arabes, ce sont bien les très jeunes États arabes autour qui ont refusé. Point d'interrogation. Les Palestiniens avaient-ils quelqu'un parmi eux pour les représenter? Ah oui, oui, oui. Alors, très, très important. Il y avait le mufti de Jérusalem. Oui, tu nous en as parlé. Religieuse et politique, Haj Hamid el-Husseini, qui avait rendu visite à Hitler. Exactement, qui pendant la guerre est en Allemagne, est à Berlin. Alors, il ne faut pas non plus faire comme Netanyahou qui a eu la stupidité de dire que c'est le mufti de Jérusalem qui a inspiré à Hitler l'idée du génocide. Je ferme la parenthèse. Donc, qui est en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est interné en France à la Libération. Hein, il le trouve à. Non, il n'était pas à Sigmaringen, hein, c'est pas comme Pétain, mais enfin, il n'est pas loin. Donc, il est interné en France. Et puis, à un moment, il arrive à échapper à ses geôliers. Il arrive en Égypte. Donc, il n'est pas en Palestine, mais c'est lui qui a la main mise sur le haut comité arabe. Et là, il faut savoir, de 36 à 48, les quelques leaders, familles, c'est des grandes familles, hein, c'est pas des, enfin, il y a des partis politiques aussi, palestiniens qui prônent quelque chose qui serait de l'an d'une fraternité, d'une judéo-arabe, machin, etc., sont décimés, ou bien ne sont pas représentés. Il y a des communistes, par exemple, qui sont favorables à deux États. Je parle des Palestiniens communistes, parce que Moscou a dit qu'il faut reconnaître, donc ils sont dedans également, mais ils sont complètement paralysés par le refus du mufti de Jérusalem, qui reste encore le leader politique, même s'il n'est plus en Palestine. Et ce n'est vers quand, je crois que c'est en décembre 48, qui réclame que la Jordanie et l'Égypte admettent le principe d'un État arabe de Palestine. Et c'est déjà trop tard. La société palestinienne est déstructurée et après, bon, voilà, il va s'enfermer. Et donc là, c'était un antisionisme antisémite, hein, clairement, hein, de la part du mufti de Jérusalem. Donc oui, il s'exprime, mais il faut bien comprendre qu'après 48-49, là, la société palestinienne, elle est totalement déstructurée. Vous en avez 150 000 en Israël, qui vont devenir les citoyens arabes d'Israël. Vous en avez 200 000 à Gaza, vous en avez 300 000 en Cisjordanie, 50 000 au Liban, 20 000 en Syrie. Ah, ils sont tous dispersés un peu partout. Et avec, voilà, et pas encore dans l'esprit de revanche, ça reviendra plus tard, attention, mais donc là, il n'y a plus de représentation politique jusque dans les années 60.
Et il y a eu l'occupation de la Jordanie, me semble-t-il, de cette partie qui devait former un État palestinien. Eh bien, en 1948, c'est le voisin jordanien qui l'occupe. Tout à fait. Et il le fait d'ailleurs, il le fait avec une sorte de légitimité un peu tirée par les cheveux. Il réunit les maires des villes de Cisjordanie à Jéricho dans un congrès, donc des édiles politiques palestiniens qui vont accepter voilà, comment dire, la suprématie ou l'autorité d'Abdallah sur la Cisjordanie, au point d'ailleurs qu'en 1950, il va même annexer la Cisjordanie pour en dire maintenant, et d'ailleurs c'est comme ça, à cette époque-là, d'ailleurs on ne dit pas la Jordanie, on dit la Transjordanie, puisque la Transjordanie est de l'autre côté du Jourdain. En 50, il dit maintenant que j'ai la Cisjordanie et la Transjordanie, ben, je vais appeler ça la Jordanie. Voilà. Et c'est qu'en 1988, donc bien des années plus tard, que le roi Hussein va décréter définitivement que la Jordanie n'a plus de prétention, sur la Cisjordanie, en disant désormais, si vous voulez régler le problème, allez voir les Palestiniens, nous, on n'est plus des partenaires. Et ça, c'est des années plus tard. Alors oui, c'est bien l'Empire ottoman qui est jusqu'en 1918, voilà, qui est l'autorité au nom d'un principe spirituel. Le sultan ottoman est le protecteur des croyants et donc il est légitime à être non seulement sur la Palestine, mais jusqu'à l'Irak. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on appelle les provinces arabes de l'Empire ottoman. Tout ça va s'effondrer en 1918 et ça va être le système des mandats. Voilà, le Liban, la Syrie, l'Irak et la Palestine. Si bien que les Juifs, jusqu'en 1948, on les a appelés les Palestiniens. Oui, alors, effectivement, dans le vocabulaire français, ça c'est très important de dire, dans le vocabulaire français et anglais, on ne parle pas d'Israël. Toutes les organisations sionistes parlent de Palestine. La Ligue de la Palestine libre, etc. Je veux dire, dans le vocabulaire politique, la Palestine, c'est la Palestine juive. En Angleterre, en Grande-Bretagne, sur place, en Palestine, comme ils disent, effectivement, alors il n'y a pas des Palestiniens, il n'y a pas mais ce sont les sujets juifs et arabes de la Palestine mandataire. Donc, il ne faut pas trop jouer, enfin moi je ne joue pas trop sur le en disant ah les premiers Palestiniens c'était les Juifs, c'est Golda Meir qui avait eu ce propos-là, moi j'étais palestinienne. On parle de Palestine juive et de Palestine arabe, chacun comprend très bien ce que cela veut dire, il ne faut pas trop jouer sur les mots, mais c'est clair qu'à l'époque, la notion de Palestine, et c'est d'ailleurs quand Ben Gurion déclare l'État juif, il le proclame État d'Israël, que la notion de Palestine est abandonnée, elle reste vide, et vous savez, la nature a horreur du vide, et ce sont les Arabes de Palestine qui vont la récupérer. Mais regardez, Massignon, déjà, hein, dans les années 30-40, il parle des Palestiniens, hein, en parlant des Arabes de Palestine. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine confusion dans la période de l'entre-deux-guerres, et ensuite, cette confusion disparaît, et désormais, effectivement, la Palestine désigne la Palestine arabe, et plus personne aujourd'hui en France, parmi les Juifs, les sionistes, ne parle de la Palestine, mais bien parle d'Israël, parce qu'une réalité politique s'est construite, et qu'elle reste définitive. On va prendre une dernière question, mais je ne la comprends pas très bien. Sylvain dit renoncement de la part de la Jordanie à cause de l'action des Fédayines. Ah non, je corrige, c'est presque ça, mais pas tout à fait, parce que les Fédayines, c'est les années 70. Alors, c'est effectivement en 1988, c'est après le déclenchement de l'Intifada. Ah oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas les Fédayines, c'est l'insurrection populaire palestinienne qui fait que Hussein renonce. Alors, c'est vrai pour la petite histoire qu'en 87, il était sur le point de signer ce qu'on a appelé les accords de Londres, un accord entre Israël, mis en place par Shimon Peres, qui était ministre des Affaires étrangères, et Shamir, Premier ministre, met son veto en disant pas d'accord pour redonner aux Jordaniens une place en Cisjordanie. Et à ce moment-là, décembre 87, l'intifada, et Hussein dit c'est terminé. Déjà, la Ligue arabe en 74 avait établi que la Cisjordanie, c'est la patrie palestinienne et non pas les Jordaniens, mais les Jordaniens n'avaient rien dit. Et en 88, c'est terminé, ils ne veulent plus être partie prenante. Pérez dira une occasion a peut-être été manquée. Et en tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas chez le fils du roi Hussein, Abdallah II, aucune velléité de reprendre un quelconque contrôle de la situation en Cisjordanie.
comprenant bien que ça mettrait en cause la stabilité du royaume hachémite. Donc, ce n'est pas les Fédaïnes. Fédaïnes, ça, c'est les combattants palestiniens dans les années 70 contre, pour essayer de renverser le roi Hussein. C'est en 88, après l'échec de ce fameux traité de Londres qui finalement n'a pas été signé. Et c'est surtout après l'insurrection de la première intifada et comprend que c'est aux Palestiniens de négocier et pas la Jordanie se substitue à eux, comme l'avait fait son père, Abdallah, des années plus tôt.